je ferai une première partie de topo, et puis après, Sarah Watson détaillera un article qui a travaillé sur la génétique des sarcomes des tissus mous et les problèmes d'indication de consultation de génétique. Donc, comme vous le savez, les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs qui sont rares, variées et très difficiles sur le plan anatomopathologique. Ça représente à peu près en France 5000 cas en France. Ça représente 1% des sarcomes de l'adulte. Donc, l'incidence est globalement homogène entre les races, avec peut-être une petite surincidence chez les patients de couleur noire, sauf pour les sarcomes des Ewing, où au contraire, il y en a un petit peu moins. Chez les enfants, ça représente 10% des cancers de l'enfant, mais 20% des tumeurs solides. Alors, le problème, il est là. Il est qu'il y a une centaine de types et de sous-types histologiques. Et donc, c'est ça la difficulté, avec en particulier lorsque la biopsie ou la pièce opératoire est lue en dehors d'un centre expert, il y a de 8 à 25% de discordance parfois majeure, c'est-à-dire entre carcinome, sarcome, lymphome, et donc bien évidemment, si vous voulez, ça engage des traitements qui sont éventuellement pas adaptés. Donc il est évident qu'il faut savoir remettre en cause le diagnostic lorsqu'il colle pas avec la clinique ou l'imagerie. Et donc, comme vous le savez, il est nécessaire de faire relire les lames dans le réseau de relecture en pathologie des sarcomes, qui est très bien structuré par les pathologistes, de façon à prendre des décisions de traitement sur un diagnostic qui est fiable. Et donc, dans un centre expert. Donc, je vous donne un exemple relativement récent. Une patiente d'une cinquantaine d'années qui s'est palpée une masse abdominale. Elle a eu, conformément au référentiel de l'ESMO, une biopsie percutanée pour lequel le diagnostic était desmoïde. Ça a été vu dans un grand CHU en France. Alors, il n'y a pas eu d'analyse mutationnelle et il n'y a pas eu de revue par un pathologiste du réseau de relecture en pathologie des sarcomes. Donc, comme elle était un petit peu symptomatique, elle a commencé par avoir du tamoxifène. On discutera des traitements des desmoïdes lors de la session desmoïde. Comme elle progressait, elle a eu par mail tous les avis des experts nationaux en traitement médical et des experts internationaux. Donc là, j'insiste sur le problème des avis par mail. Et puis finalement, comme elle continue à progresser, après avoir reçu du méthotrexate, du Votrian, c'est finalement SOS Desmoïdes, qui est une association de patients, qui a adressé le patient à ma consultation. Et donc là, c'est la suite des examens radiologiques. Donc, est-ce que quelqu'un peut faire une remarque sur les examens radiologiques, là, parmi vous, en particulier parmi ceux qui font plutôt des tissus mous? Remarque sur l'imagerie. Allez, quelqu'un se lance. Hein? Ouais, alors après, si vous voulez, c'est parce que j'ai sélectionné certains des... Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, si vous voulez, vous voyez, le rein gauche est décalé en avant par de la graisse bien différenciée, mais, si vous voulez, ça fait suspecter un liposarcome initialement bien différencié qui s'est dédifférencié ensuite. Donc, si vous voulez, rien que sur l'imagerie, parce qu'elle avait fait un scanner en fait pour une autre raison avant, rien que sur l'imagerie, on peut dire c'est probablement pas une desmoïde. Donc, et donc en fait, pour aller plus vite, parce que parfois les relectures ça demande du temps, j'avais redemandé une nouvelle biopsie qui avait été faite à Curie, et donc c'était un liposarcome dédifférencié avec une amplification de MDM2, on l'a opéré et on a enlevé sa tumeur en monobloc. Donc tout ça pour illustrer le fait que ces erreurs de diagnostic qui finalement conditionnent une mauvaise prise en charge, elles sont fréquentes. Et là, vous voyez, c'était un grand CHU en France. Le seul problème, c'est qu'on peut être un très bon pathologiste dans certains domaines et puis finalement pas très bien connaître
les sarcomes des tissus mous ou les tumeurs mésenchymateuses. Et donc c'est particulièrement important de prendre des décisions sur une relecture pathologique parce que le traitement peut être complètement différent. Et j'insiste aussi sur le fait que les avis par mail sont dangereux parce que finalement on considère comme établi ce qui est écrit dans le mail du style c'est une desmoïde ou c'est ça, etc. Et donc finalement on donne un avis qui éventuellement est adapté au mail, mais le problème c'est que si on n'a pas vérifié tout ce qui se passe en amont, on risque de donner un avis qui finalement est complètement inadapté. Et donc là, cette patiente avait quand même eu des avis multiples en France et à l'étranger, tout ça pour un mauvais diagnostic. Alors que finalement, en reprenant toute l'imagerie, on pouvait voir qu'il ne s'agissait pas d'une tumeur desmoïde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important parce que finalement, c'est des erreurs qu'on voit relativement fréquemment. Et donc finalement maintenant les pathologistes du réseau de relecture en pathologie des sarcomes, d'une part permettent d'avoir un diagnostic qui est adapté et d'autre part recommandent à la fin de leur compte-rendu une prise en charge dans le réseau NetSarc. Alors la définition des sarcomes des tissus mous, c'est des tumeurs qui sont malignes et qui finalement il y a une ligne de différenciation vers laquelle, par exemple, vers du tissu graisseux, vers du tissu musculaire. Et donc, c'est une classification qui est analogique sur la ligne de différenciation de la tumeur. On en discutera tout à l'heure sur le topo d'Anapath. Au niveau des structures, donc extrasquelettiques pour les sarcomes des tissus mous, ou au niveau des organes. Et donc, ce qu'on utilise de manière consensuelle, c'est la classification OMS 2013, qui est la classification que tous les pathologistes utilisent et qui va être mise à jour, enfin qui a été mise à jour, et donc on attend la sortie du volume 2019 qui devrait sortir incessamment sous peu et dans lequel, enfin je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais qui fait une part encore un petit peu plus large à la biologie moléculaire. Alors il y a une classification aussi moléculaire avec des sarcomes à génétique simple avec des translocations, des amplifications ou des mutations activatrices ou inactivatrices, et puis des sarcomes à génétique complexe. En gros, ça veut dire que quel que soit, le meilleur exemple, c'est l'héliosarcome, on aura des mutations qui ne sont jamais les mêmes, multiples, et donc, entre guillemets, c'est complexe, c'est les sarcomes à génétique complexe. Alors, le pourcentage, il varie parce que régulièrement, on trouve de nouvelles translocations. Globalement, c'est une grosse moitié et une autre moitié. Alors, l'épidémiologie, en fait, globalement, il y a à peu près 10% de sarcomes osseux et 90% de sarcomes des tissus mous et des viscères. Alors, les localisations de ces sarcomes, ça c'est à base du groupe sarcome français. Il y en a en gros une grosse moitié au niveau du tronc, c'est-à-dire abdomen et thorax, et l'autre moitié au niveau des membres, avec une prédominance de membres inférieurs, et au niveau de la tête et du cou. Donc là, vous voyez, tissu mou à peu près les 3/4, les viscères à peu près 20%, et les tumeurs osseuses un petit peu plus de 10%. Avec, vous voyez, pour les grades, 10 à 15% de grade 1, environ 20% de grade 2, et un gros pourcentage de haut grade de malignité. Alors le grade, tout à l'heure, on aura un topo sur la définition du grade, évidemment. Alors, pour l'adulte du moins, il y a évidemment une répartition très hétérogène de ces sous-types histologiques, avec certains sous-types qui représentent la majorité, comme les liposarcomes, les immunosarcomes et les sarcomes indifférenciés, et puis un très gros pourcentage de sarcomes qui sont des raretés. Et là, on est en train d'essayer de définir les sarcomes ultra rares, avec Silvia Stacchiotti. Finalement, c'est là la difficulté pour les pathologistes, c'est que finalement, il y a certains sarcomes qui sont quand même très fréquents, mais il y en a tout un paquet qui parfois ont des traitements spécifiques, mais qui sont rares ou ultra rares. Alors après, si vous voulez, la fréquence suivant l'âge n'est évidemment pas la même. Vous voyez que par exemple, ça c'est la base
des États-Unis, là, les sarcomes alvéolaires, vous voyez que la majorité de ces sarcomes alvéolaires, c'est sur la tranche 18-29 dans cette étude. Donc, suivant le sous-type, le pic de fréquence pour l'âge n'est pas le même. Alors, il y a environ 10% des sarcomes qui sont d'emblée métastatiques. Ça, c'est la base du groupe sarcome français. Donc, bien évidemment, avant de s'engager dans un traitement chirurgical, il est absolument indispensable de vérifier par les examens appropriés que le patient n'est pas métastatique, parce que bien évidemment, ça changerait l'indication thérapeutique. Et là, vous voyez l'incidence de ces tumeurs malignes, os versus tissu mou, avec une fréquence qui accroît avec l'âge pour les sarcomes des tissus mous, en particulier des sous-types comme les liposarcomes et les léiomyosarcomes. Alors, vous voyez que dans la base NetSarc, l'âge médian d'apparition n'est pas le même suivant le fait que c'est des sarcomes ou des gistes, ou des tumeurs desmoïdes, ou des tumeurs de malignité intermédiaire. Alors, les facteurs de risque, il y a des facteurs iatrogènes et des facteurs héréditaires. Les facteurs iatrogènes, on va dire que le plus fréquent, c'est évidemment les sarcomes en territoire irradié. La médiane d'apparition, c'est une dizaine d'années. C'est évidemment chez des patients qui sont guéris par leur traitement. Donc le gros des patients qu'on voit, c'est des seins, des patients qui ont été traités pour des patientes qui ont été traitées pour un sein et tous les patients qui ont été traités pour des Hodgkin et des lymphomes. Donc ça, c'est vraiment le gros des patients qu'on voit avec des sarcomes en territoire irradié. C'est sûr qu'un patient qui développe une tuméfaction en bordure de champ d'irradiation ou dans un champ d'irradiation, il faut être extrêmement prudent parce que le gros risque, c'est évidemment le sarcome en territoire irradié qui est un sarcome difficile à traiter. Le lymphœdème, alors les angiosarcomes sur lymphœdème, on en voit beaucoup moins maintenant. C'était essentiellement les patientes qui étaient traitées pour un cancer du sein et qui avaient des curages extensifs. Et maintenant qu'il y a le ganglion sentinelle et que les sénologues font des curages beaucoup moins extensifs, c'est des sarcomes qu'on voit beaucoup moins. C'était essentiellement ces patientes traitées pour un sein parce qu'il y a aussi les syndromes de Coquette avec la compression de la veine cave par l'aorte. Moi, je dois dire que dans ma carrière, j'en ai vu qu'un seul ou deux. Voilà. Mais donc, c'est vraiment exceptionnel. Alors, le traumatisme, on le retrouve très fréquemment. C'est évidemment pas le traumatisme qui donne le sarcome, mais le traumatisme apporte des facteurs de cicatrisation qui sont des facteurs de croissance. Et donc, chez des gens qui ont probablement un terrain qui, pour l'instant, n'est pas encore très bien défini, on le retrouve fréquemment associé. Et donc, ça peut être évidemment une source d'errance diagnostique. On a tous des exemples de sarcomes apparus sur des plaques d'ostéosynthèse où moi j'ai pris en charge un patient qui avait un sarcome sur une compresse laissée en place après une cholécystectomie. Ça avait été revu par les anapathes du groupe sarcome français. Je me rappelle d'un patient qui avait reçu une décharge électrique sur le pied et à l'endroit de la décharge, il a développé un sarcome. Donc on retrouve ces facteurs de risque et donc il faut être attentif parce que c'est évidemment des sources d'erreurs. Hein. Voilà. Alors il y a aussi certains virus, des agents chimiques. Ça, je dois dire que c'est quand même des paramètres qu'on retrouve de manière plus qu'exceptionnelle. Moi, j'en ai jamais vu. Alors après, il y a les facteurs héréditaires. Donc Sarah nous en parlera un tout petit peu plus après. Il y a évidemment les patients qui ont un lymphoménie. Et donc la question qui se pose, c'est éventuellement le lymphoménie peut être révélé par le sarcome. Et donc le problème justement que ça pose, c'est à quel patient il faut proposer une enquête génétique. Et donc ça, c'est Sarah qui va nous en parler tout à l'heure. Et finalement, quand on les cherche, on les trouve. Hein. Les patients qui ont une neurofibromatose, les patients qui ont une mutation RB1. Alors ici, il y en a évidemment beaucoup à Curie puisqu'on a beaucoup de patients qui ont des rétinoblastomes. Et puis éventuellement l'influence de la race. Alors finalement, ces antécédents, a fortiori de manière rétrospective, sachant que ça n'a pas toujours été enregistré ou recherché,
si vous voulez, finalement, on s'aperçoit que c'est quand même pas la majorité des patients. Vous voyez, dans la base du groupe sarcome français, les sarcomes sur tissu irradié, c'est 1,7% des patients. Les cancers sur les sarcomes sur lymphodème, 0,1%. Donc, si vous voulez, c'est des paramètres qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas non plus la majorité des patients. Alors ça, justement, c'est les paramètres génétiques. C'est un article de Ballinger qui est paru il y a 2 ans et donc qui retrouverait quand même une proportion beaucoup plus importante que ce qu'on a, nous, dans notre database de paramètres génétiques associés au développement d'un sarcome. Et donc, j'ai demandé à Sarah qu'elle nous détaille un petit peu cet article, qui est quand même un article pivotal qu'il faut avoir en tête. Alors, l'essaimage, comme vous le savez, l'essaimage ganglionnaire est rare. C'est certains sous-types de sarcomes, comme par exemple, alors pour l'enfant, le rhabdomyosarcome, évidemment. Il y a aussi les rhabdomyosarcomes pliomorphes chez l'adulte. Et puis les synovialisarcomes, les sarcomes à cellules claires, qui sont encore appelés le mélanome des tissus mous, les sarcomes épithélioïdes, des tumeurs rhabdoïdes, les sarcomes alvéolaires. Donc en fait, quand vous voyez ces sous-types dont on sait qu'ils donnent un essaimage ganglionnaire, il faut bien évidemment le rechercher parce que, si vous voulez, ça modifiera votre prise en charge thérapeutique et votre indication opératoire. Donc il faut avoir en tête les sarcomes qui sont susceptibles de donner un essaimage ganglionnaire. Le premier site métastatique, alors c'est toujours pareil, c'est le premier. Si vous attendez un peu, il finit par y en avoir partout. Mais le premier site métastatique, c'est le poumon pour les sarcomes des tissus mous. Il y a certains sarcomes qui donnent des métastases dites en transit, c'est-à-dire dans les tissus mous. Et donc, le plus bel exemple, c'est le liposarcome myxoïde. Donc ça, le liposarcome myxoïde donne des métastases en transit dans les tissus mous. Il y a plein de patients qui avaient un sarcome des tissus des membres, que j'ai opéré pour un membre, et puis 2 ans après, ils font une grosse métastase intra-abdominale ou thoracique, ou aussi des métastases osseuses. Par exemple, aux États-Unis, les liposarcomes myxoïdes ont tous une IRM corps entier, entre autres pour rechercher des métastases osseuses, qui sont un site classique et fréquent de métastases chez les patients qui ont un liposarcome myxoïde. Donc ça, les patients qu'on surveille pour un liposarcome myxoïde, ils n'ont pas que le bilan radiologique pulmonaire. Je dis bilan radiologique pulmonaire parce que, si vous voulez, il y a un débat entre radio pulmonaire et scanner thoracique. Ils ont aussi un scanner abdominal. Donc il faut avoir en tête cette spécificité des liposarcomes myxoïdes. Alors, bien évidemment, et ça a été montré par un article du groupe sarcome français, il est absolument essentiel, compte tenu de la difficulté d'abord pathologique et ensuite sur des stratégies qui doivent être adaptées à chaque patient, que les patients doivent avoir une RCP. C'est vraiment extrêmement important avant de décider d'une stratégie thérapeutique. Et donc là, vous voyez que les patients qui ont eu une RCP avant ont globalement une survie. Là, c'est la survie sans récidive locale, mais dans l'analyse multivariée, ça ressort sur la survie globale. Donc c'est évidemment très important. Donc pour conclure, c'est une tumeur qui est rare, 5000 cas par an en France. Une majorité de sarcomes des tissus mous et viscéraux. Une classification qui est basée sur la ligne de différenciation et qui est pour tout le monde la classification OMS 2013 et très bientôt la classification OMS 2019. Une relecture ANAPAT qui est quasi obligatoire et médico-légale, qui doit être faite dans le réseau de relecture en pathologie des sarcomes, suivi d'une RCP. Et puis, il faut rechercher les facteurs de risque dont on a parlé, en particulier les antécédents familiaux, de manière à pouvoir bien discuter une consultation de génétique si ces facteurs sont significatifs, parce qu'on est parfois ceux qui retrouvent en particulier des lymphomélies qui étaient passés inaperçus. Voilà, je vous remercie. Et donc, on va continuer avec le topo de Sarah sur l'article de Ballinger.